essayer de me poser la question de qu'est-ce qu'on savait finalement des effets de diversité, de nombre d'espèces, de diversité en termes de diversité génétique et de nombre de variétés, et quel impact cela pouvait avoir sur la pérennité des prairies. Alors je vais beaucoup vous parler de prairies temporaires, parce que je viens d'une unité AP3F à Lusignan, où on traite essentiellement de cet objet, les prairies temporaires, et où on a eu un certain nombre de projets de recherche autour de ces questions de diversité dernièrement. Donc globalement, c'est des éléments de contexte ici qui reprennent un peu le positionnement qu'on a des prairies dans les systèmes de rotation, avec un rôle important, on le disait, de mes transitions agroécologiques, le rôle des légumineuses pour la réinsertion d'azote dans les systèmes de culture, et puis le rôle important aussi des prairies multi-espèces comme source de services et de différents services qui peuvent être apportés aux agroécosystèmes. Donc des éléments qui ont déjà été largement évoqués aujourd'hui. Par rapport aux questions de diversité, en termes de prairies, quand on parle de prairies pluriespèces, on a évidemment un grand nombre d'espèces qui sont mobilisables, qui émargent essentiellement à deux grandes familles, les graminées et les légumineuses. Là, je fais un portfolio d'un certain nombre de ces espèces qu'on retrouve assez couramment et qui vont être mobilisées assez largement quand on va chercher à assembler des communautés prairiales. Et puis peut-être un élément qu'on a un peu moins en tête, c'est que ces espèces de graminées et de légumineuses, elles ont tout en commun d'être des espèces allogames qui ont un système de reproduction qui fait que chaque individu dans une population semée de prairies, dans une variété qu'on achète commercialement, est génétiquement différent. Donc en termes de génotype, finalement, quand on sème une prairie ou une variété d'espèces prairiales, on va avoir une diversité intraspécifique qui est significative. Et là, le petit exemple que je mets ici, alors c'est des vieilles données qui portent sur la qualité des fourrages. Peut-être ce petit truc là. Hop, ici. Donc c'est de la luzerne et c'est des caractères. Chaque point est un génotype d'une variété de luzerne ici sur une même ligne. Et ici, c'est un gradient large de variétés de luzerne. Et ce qu'on voit en fait sur ce caractère qui était la qualité fourragère, c'est que la variabilité des génotypes qu'on a dans un même sac de graines, elle est du même ordre de grandeur, voire supérieure pour certaines caractéristiques, aux différences qu'on va avoir de moyenne entre des variétés. Donc la variabilité génétique intraspécifique pour chacune des espèces qui nous intéressent est un élément assez fort à prendre en compte. Donc sur des éléments de contexte aussi, c'est comment constituer des prairies. Je pense qu'on est à la bonne place ici. Les plaquettes de la FPF rassemblent un certain nombre d'éléments qui sont bien connus, qui reposent sur un empirisme assez fort finalement, et sur des connaissances des caractéristiques propres de chaque espèce, en termes de valorisation également, des complémentarités possibles entre graminées et légumineuses, et des exigences que chacune de ces espèces va avoir en termes de contexte pédoclimatique, on parlait du sol juste avant, en termes d'adaptation au pâturage, au mode de production, et puis en termes également de productivité, selon les objectifs qui sont assignés à la prairie temporaire qui est implantée. Alors pour assembler des prairies, il y a des éléments un petit peu plus élaborés qui peuvent être pris en compte, notamment le fait que ces espèces elles interagissent les unes avec les autres dans la réalité, et que ces interactions elles vont mener à des évolutions dynamiques au cours du temps de la composition des prairies. Donc là, on va pouvoir, dans le raisonnement des assemblages, finalement intégrer un certain nombre d'autres éléments sur le fonctionnement de chacune de ces espèces, alors qui se traduit de différentes façons. Alors par exemple, en Suisse, ils ont développé le principe de substitution, finalement, en cherchant à mettre dans une même communauté semée des espèces qui vont prendre des relais les unes des autres, avec par exemple des graminées d'implantation rapide qui seront remplacées par des graminées lentes. Donc on parlait de raies gras puis de fétuques tout à l'heure, donc c'est un petit peu le principe. Et puis en légumineuse, c'est un petit peu l'idée aussi, pour maintenir un équilibre entre graminées et légumineuses qui soit à peu près constant au cours du temps, c'est d'avoir peut-être des espèces d'implantation rapide et puis des relais avec des légumineuses qui auraient une pérennité un petit peu plus longue. Il y a des outils donc, un petit peu similaires, basés sur des traits fonctionnels qui existent. Il y a déjà eu des présentations dans les journées de la FPF, par exemple, sur l'outil CapFlore, qui a cette idée-là générale de se baser sur les caractéristiques, les traits des espèces, pour chercher à aider à constituer
à constituer des associations d'intérêt. Alors, simplement, à l'heure actuelle, les différents outils qui permettent la constitution de ces communautés, ben, ils n'épuisent pas la totalité des questions. Bon, je pense qu'on en a beaucoup discuté déjà aujourd'hui. Comment choisir en fonction des types de sols, en fonction des objectifs de production. Et puis, il y a un certain nombre de dimensions qui ne sont simplement pas prises en compte. On parlait des différences variétales tout à l'heure dans les questions. Ben, ces éléments-là, à l'heure actuelle, ne font pas partie du cadre de raisonnement quand on cherche à assembler des prairies, pour une bonne et simple raison, c'est que très souvent l'information n'est pas disponible sur la capacité d'adaptation à l'association d'une variété ou d'une autre, parce que ces différentes espèces sont sélectionnées en pur et essentiellement évaluées en pur dans le système de sélection actuel. Et puis, on parlait de multi-performance, la journée là parle de pérennité. Et finalement, la pérennité est un de ces services, mais il est rarement évalué directement, au moins dans les essais de courte durée qui peuvent être mis en place par différentes institutions. Et bien souvent, la diversité qui pourrait être mobilisée, elle n'est tout simplement pas disponible, par exemple à la COP locale, si on veut faire son propre mélange. Donc par rapport à tout ça, l'idée de mon topo, c'était un peu de challenger cette question, est-ce que de rajouter de la diversité en nombre d'espèces, en nombre de variétés, ça permet effectivement d'améliorer la stabilité, voire la longévité, la persistance dans le temps des prairies d'association. Alors là, dans le cas des prairies temporaires. Et j'ai repris quelques exemples de projets qui ont été récemment portés dans notre unité. Alors, je prends un premier exemple sur un cas un petit peu simple finalement, c'est la comparaison entre une association binaire, là c'est de la luzerne, une association luzerne-fétuque, et puis ces espèces pures. Donc c'est des essais qui ont été suivis dans le temps, donc là c'est des prairies qui ont été suivies pendant 6 années. Et alors j'essaie de retrouver, hop, ici on voit. Voilà. Donc ici l'association est le trait noir ici. Et ce que je présente ici, c'est la production par mètre carré cumulée sur l'année, en fonction des différentes années, et en comparaison des espèces pures. L'espèce pure la plus productive, dans ce cas-là, est la luzerne. Et ce que l'on voit quand on compare un petit peu l'écart entre la meilleure espèce pure et l'association, c'est que la comparaison des deux, elle n'est pas à l'avantage des mêmes espèces ou des mêmes types de prairies au cours du temps. Avec, si on regarde sur les premières années, ben en fait, un résultat de l'association qui est moins productif que la luzerne pure, plus productif que la moyenne des deux cultures, et ce constat-là ne se maintient pas au cours du temps, et petit à petit, au cours du temps, la luzerne se dégrade, on a une baisse de la densité de pieds, et la productivité à l'hectare diminue au cours du temps, après la 3e et la 4e année en particulier. L'avantage là d'avoir une association, c'est qu'effectivement on est pénalisé peut-être les 2 premières années, mais on maintient dans le temps finalement plus longtemps une prairie avec une productivité un petit peu plus élevée par rapport à la luzerne pure, et avec une qualité surtout fourragère largement améliorée, parce que si on compare ici l'association en 6e année par rapport à une luzerne pure qui est donc là extrêmement salie, ou à une prairie qui n'avait pas reçu de fertilisation et qui était extrêmement pauvre en azote, on a quelque chose qui est quand même nettement plus performant sur la totalité de la durée des 6 années. Quelques éléments qui expliquent un peu ces constats-là, c'est le fait que l'association, petit à petit, modifie effectivement le dialogue entre les plantes, le fonctionnement du sol, et que l'installation d'une légumineuse dans le temps va aboutir à la mise en place de transferts entre les espèces, de transferts d'azote dans ce cas-là. Donc au cours du temps, même si la luzerne diminue, on a une quantité d'azote qui est transférée aux graminées qui est assez substantielle et qui se maintient tout au long des 6 années. Voilà, on tourne autour de 40 à 60 unités d'azote qui sont transférées aux graminées à partir de la 3e année. Et puis, dans les éléments un petit peu qui permettent d'expliquer cette surproduction des associations par rapport aux espèces pures, on a des façons de décomposer finalement l'effet association, avec des effets de complémentarité, des effets de sélection, et on voit notamment se mettre en place, en lien avec ces transferts d'azote,
une complémentarité très forte au cours du temps qui bénéficie en fait à la production de l'association. Juste pour comparer, au-delà du rendement, il y a les aspects de qualité finalement qui sont souvent recherchés, et dans des fourrages riches en légumineuses comme c'est le cas ici, ce qui nous intéresse principalement, c'est la production de protéines. Alors là, je l'ai exprimé en quantité d'azote à l'hectare. Bon, avec un facteur de coefficient constant, on repasse à des quantités de protéines annuelles à l'hectare. Donc là, dans ce cas-là, on a des patterns qui se ressemblent, mais un écart plus important en défaveur des associations les premières années. Mais par contre, à partir de la 4e année, les quantités de protéines produites à l'hectare sont similaires pour l'association et pour la luzerne pure. Avec par contre une qualité de chacune des espèces qui peut être un petit peu différente. Mon deuxième exemple, et là, porte là sur des mélanges d'espèces un petit peu plus riches en nombre de légumineuses, donc c'est des prairies temporaires, et on est reparti de deux présentations qui avaient déjà eu lieu finalement aussi à la FPF, où il y avait un certain nombre de prairies multispécifiques qui avaient été comparées. Il y en avait une qui était un peu sortie du lot, qui est à la base de pas mal de mélanges commerciaux. Son petit nom, c'est la prairie T10, là, qui associe du trèfle, de la luzerne, avec différentes graminées, avec l'idée d'avoir une légumineuse un peu précoce, une luzerne qui prend le relais, et d'avoir quelque chose d'un peu performant dans la durée. Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est essayer de comparer finalement cette association multi-espèces avec des mélanges plus simples, composés des mêmes espèces, à deux espèces, luzerne dactyle, luzerne fétuque, trèfle violet fétuque par exemple, et puis aux différentes espèces pures conduites dans les mêmes conditions. Et là, bon, d'abord, première chose qu'on a constatée, alors ça c'est quelque chose que sans doute beaucoup pourraient constater également, c'est que par rapport à ce qui a été observé en un lieu donné, dans notre cas on avait des dynamiques qui étaient un petit peu différentes, et typiquement on a bien vu se mettre en place un développement important du trèfle violet en début de culture, mais on n'a jamais vu se mettre en place le relais attendu de la luzerne pour maintenir dans le temps une part importante de légumineuses. Donc on a très vite notre mélange à 5 qui a dérivé vers des graminées pures et puis des adventices. Donc des choses assez stables finalement au bout de 5 années. Et si on regarde en termes de productivité, en comparant, donc ici en jaune c'était à chaque fois les années 1, 2, 3, 4, 5, c'était notre mélange à 5, et puis on pouvait le comparer à nos graminées pures, aux légumineuses pures et puis aux associations binaires. Et ce qu'on peut voir, c'est que très souvent, en fait, le mélange à 5 avait un classement assez intermédiaire dans les productivités totales. Donc il était souvent moins bon que les meilleures espèces pures ou que les meilleures associations binaires. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au cours des différentes années, les meilleures associations simples n'étaient pas les mêmes. Donc les associations les plus performantes, les 2 premières années, c'était des associations à base de trèfle violet, et à partir de la 3e année, c'était des associations à base de luzerne. Mais du coup, on avait quelque chose dans notre mélange à 5 qui était moyen et relativement bon tout au long du temps, mais qui était moins performant que des associations plus simples qui auraient été adaptées pour une période de production courte ou pour la totalité des 5 années. Et puis en termes de qualité ou de proportion de graminées légumineuses, ce qu'on retrouve, c'est que dans notre situation, ce mélange à 5, il s'est comporté de façon étrangement similaire à un mélange beaucoup plus simple qui serait un trèfle violet avec une graminée. Et que par contre, il a eu une capacité à maintenir une proportion de légumineuses qui était moins persistante dans le temps que des mélanges plus simples où la luzerne s'était bien implantée dès le début. Donc voilà, c'était un des messages du coup qui était que plus d'espèces dans le cas de cette localité sur cette série d'années n'avaient pas forcément abouti à plus de pérennité. Et puis le 3e exemple, là il revient sur l'histoire de la diversité génétique et des mélanges de variétés. Donc là c'est un travail qui a été conduit par Julien Mégac et Isabelle Tricot, donc dans la tête de Julien Mégac, qui a été publié dans plusieurs articles avec une forte visibilité, et avec l'idée derrière de partir d'une prairie riche en espèces. Donc on avait 7 espèces qui étaient associées, 3 légumineuses ou 4 légumineuses et 3 graminées, et puis de partir sur des mélanges avec une diversité génétique intraspécifique plus ou moins importante. Alors dans plus ou moins importante, on avait 3 situations avec une seule variété par espèce,
et puis 2 où il y avait des niveaux de diversité intra-spécifiques qui étaient augmentés, soit au travers de combinaisons de 3 variétés ou de 6 variétés. Le mélange de 3 variétés étant des variétés choisies pour être, on va dire, assez similaires les unes avec les autres, et puis le mélange à 6 variétés étant des variétés qui étaient choisies pour être contrastées les unes avec les autres, notamment en termes de phénologie. Et donc ce qu'on retrouve dans cet essai-là, c'est une tendance qui rappelle pas mal finalement ce que j'avais présenté dans l'évolution de l'essai précédent à 5 espèces, où dans notre localité, on voit un déclin assez fort des légumineuses semées au cours du temps, pour toutes les combinaisons qui étaient testées ici. Donc là, alors c'est malheureusement séparé en deux. Là, j'ai le trèfle en bas, j'ai les autres légumineuses en haut, mais globalement, voilà, on voit que le trèfle blanc disparaît, que le trèfle violet occupe un temps et puis disparaît, et par contre n'est que repris partiellement par la luzerne, et que la part de graminées plus autres espèces ici augmente au cours du temps. Et la partie intéressante du graphique est ici, c'est la comparaison de ces 5 modalités finalement, et le fait qu'elles aient ou non réussi à maintenir une part de légumineuses plus ou moins importante. Et c'est effectivement, donc le mélange M1 était le mélange un peu contrôle commercial qui est utilisé avec les variétés adaptées à notre zone pédoclimatique. Et les mélanges avec plus de diversité avaient dans un cas finalement quelque chose qui n'était pas amélioré par rapport à la situation standard, et dans l'autre cas plutôt amélioré. Donc les mélanges de variétés assez synchrones étaient pas plus performants, et les mélanges de variétés asynchrones dans ce cas avaient plutôt une performance plus élevée. C'est quelque chose qui est redit ici d'une autre façon. Si on regarde ici, hop. Donc c'est un index ici qui nous rend compte de l'équi-représentation des espèces dans le mélange en fonction des années. Et les points verts, c'est parmi ceux qui se sont le plus maintenus dans le temps, donc c'est notre mélange à 5 variétés asynchrones. Et puis dans ceux qui se sont le moins bien maintenus au cours du temps, c'est notre mélange d'espèces, mélange de variétés, pardon, avec des variétés synchrones. Donc dans ce cas-là, finalement, augmenter le nombre de variétés et la diversité n'a pas forcément été positif. C'était pas le nombre finalement et la diversité en nombre de génotypes qui comptait, mais c'était leur diversité fonctionnelle qui a permis d'assurer une fonction améliorée de pérennité. Donc juste pour conclure, il y avait donc l'idée derrière tout ça de repointer le fait que la diversité, qu'elle soit intra- ou interspécifique, reste un levier et une vraie opportunité pour la transition agroécologique, et que les conclusions sur des assemblages d'espèces ou de variétés qui soient plus performants, pour son évaluation, finalement, elle dépend beaucoup de la période sur laquelle on va le juger et des objectifs qu'on assigne finalement à la prairie sur une courte ou sur une longue durée. Donc l'histoire de la pérennité, voilà, elle se juge aussi sur ces points-là. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que d'augmenter que ce soit le nombre d'espèces ou le nombre de variétés n'aboutit pas systématiquement à une pérennité plus longue ou à un rendement, une valeur agronomique améliorée de la prairie. Il y a quelque part à revenir sur comment ces espèces interagissent et des critères de traits à bien choisir dans la façon d'associer les espèces pour que celles-ci soient compatibles. Et puis je pense important, on parlait de labels, par exemple France Prairie qui était mentionné en introduction. Voilà, il reste des besoins de mieux caractériser le matériel végétal par rapport à cette compatibilité dans les évaluations des variétés, et a posteriori d'évaluer aussi les mélanges proposés quand ils sont commercialisés sous forme de mélanges variétaux ou spécifiques sur la performance et effectivement la capacité à fournir un certain nombre de services. Voilà, j'en ai terminé pour votre attention, et ça illustre un certain nombre de collègues qui ont participé à toutes ces expérimentations. Merci bien. Je vois déjà une question ici. Luc. Oui,
Gaëtan, est-ce que tu peux nous préciser quand même quelques éléments expérimentaux sur les conditions d'obtention de ces résultats? On est en schéma en bloc, exclusivement fauché? Oui. Pas de pâturage? Non. Donc là, les résultats sont en partie tempérés par cette méthode de récolte exclusive. Et dans le premier essai, tu as un premier exemple, Ouais. la fétuque élevée, elle reçoit quelle fertilisation azotique? Là, c'est un essai sans fertilisation. Donc la fétuque élevée, elle n'est pas dans des conditions qui sont agronomiquement pertinentes pour juger de la performance d'une prairie de graminées pure. Elle reçoit aucune fertilisation Aucune azotique? fertilisation azotée. T'as vu les rendements qu'il y a? Et il y avait 2 à 3 tonnes, je crois. Ah non! Non, alors c'est que tu n'as pas dû regarder la bonne ligne. Ah, elle est tout en bas. Elle est tout en bas. Et les 3 autres, c'est quoi du coup? Alors, il y a la luzerne pure. Noir, là, ouais. Et les 2 autres? Et il y a une ligne qui est le rendement théorique. C'est ce à quoi on compare en fait les rendements des associations, qui est la moyenne des 2 cultures pures. C'est là-dessus qu'on peut baser si finalement l'association a été plus performante dans l'utilisation des ressources que 2 parcelles séparées qui auraient été conduites sans interaction des plantes. Et sinon, dernière question, le transfert d'azote que tu mets en évidence là, entre légumineuses et graminées, Oui. concrètement, en fauche exclusive, ça se fait comment? Parce que j'avais lu il y a quelques années un papier qui montrait que les associations, il y avait un transfert d'azote qui était essentiellement associé à l'animal, qui, via les fesses et l'urine de la prairie enrichie en légumineuses, transférait de l'azote à la graminée, et puis ça, c'est particulièrement spectaculaire. Ouais. Et là, vous n'en avez pas? Mais là, après, il y a plusieurs modes de transfert qui existent et qui sont caractérisés biologiquement. Sur les quantités liées, enfin, dans les flux importants, il y a le fait que les espèces ont un turnover dans leur tissu, leurs racines, il y a de la mortalité. C'est de la matière organique qui rentre dans l'agroécosystème, qui participe à fournir de l'azote. Il y a des flux qui peuvent être directs aussi, par de l'exudation, par de la mycorhize, des choses comme ça. Le fait que ça se mette en place dans le temps, c'est des choses qu'on ne voit pas par exemple en première année, mais qu'on commence à voir au bout de 2-3 ans. Ça ne nous renseigne pas explicitement sur quel mécanisme est majeur dans ce que je liste là, mais voilà, c'est les pas de temps qu'on voit et c'est des choses qu'on voit de plus en plus efficaces quand la prairie est plus âgée. Un exemple? Alexandre Carré, CMAE. Petite question sur le deuxième essai avec la diversité intragénétique forte. Est-ce qu'elle est encore représentée en bout de compte? Parce qu'il m'a semblé voir sur le graphique que c'était quand même une variété particulière qui s'était exprimée dans le rendement final. Et la question donc c'est est-ce que ça a persisté plus longtemps? Parce qu'au milieu de tout ça, il y avait sans doute une variété mieux adaptée à la situation, plutôt que le fait de dire que c'était la diversité génétique qui avait permis cette pérennité. C'est une bonne question. Alors, dans les travaux de la thèse, effectivement, il y a des graphiques qui montrent pour chacune des variétés, il y a eu du marquage moléculaire qui a été réalisé au début et à des phases intermédiaires et finales pour identifier justement la part de chacune des variétés dans les mélanges. Souvent, il y a eu effectivement une variété qui pouvait prendre une part plus importante, mais de mémoire, il y avait quand même une persistance de la totalité des variétés qui avaient été semées. Et la réponse, elle peut ne pas être générale pour toutes les espèces. Il y avait des espèces pour lesquelles, grosso modo, les QI-probabilités des variétés semées étaient un peu conservées au cours du temps, et d'autres pour lesquelles, effectivement, il y avait une variété un peu préférentiellement sélectionnée qui apparaissait. Mais je ne saurais pas vous dire exactement si une seule, enfin, c'est plutôt une seule n'était pas maintenue uniquement à la fin. Dans le graphique que vous avez présenté, il n'y a pas la part des... Alors il y a la part en biomasse, mais ça ne dit rien de la part des variétés dans le... Voilà. Mais il y a ces informations-là, elles sont disponibles. Ok, merci. Encore une question ici. Donc Cécile Ebrard, RAGT. J'ai une question qui rejoint un petit peu celle d'Alexandre, mais plutôt sur la partie méthodo. Donc quand vous avez justement comparé ces mélanges avec une grande diversité de variétés avec un mélange un peu plus simple, est-ce que le mélange simple, vous l'avez répliqué avec toutes les variétés? Je m'explique, par exemple, si dans le mélange simple, on avait la meilleure ou la moins bonne variété, ça va forcément influer les résultats. C'est une bonne remarque et non, ça n'a pas été fait. Donc il n'y a pas la totalité des
pôle pour distinguer un effet nombre, un effet de chaque variété et un effet de complémentarité éventuelle entre ces variétés. C'est vrai que c'est un challenge parce que ce qui a été fait sur le cas des espèces juste avant, qui requiert déjà un nombre de parcelles juste pour analyser un mélange assez important, voilà, c'est démultiplié quand on commence à croiser des nombres de variétés. Mais non, ce n'était pas le cas. Ok, merci. Merci bien.